Je suis tombée enceinte en juillet 2014. C'était un peu la panique à bord parce que j'avais pas du tout envisagé cette éventualité. C'était hors de question d'avoir un enfant. C'était évident que je voulais pas le garder. La décision a été assez évidente, quoi. Un enfant, j'en voulais pas, donc je voulais m'en débarrasser au plus vite. Tout de suite, j'ai évoqué l'avortement. J'ai pris la décision de faire une IVG. J'ai choisi de faire l'IVG parce que mes choix étaient déjà là. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Dedans, j'ai remonté l'histoire du droit à l'IVG et je l'ai fait en interviewant ma mère et ma grand-mère qui ont toutes les deux avorté à des moments emblématiques. Mon but, c'était un peu de rappeler à quel point ce droit était récent et à quel point il était fragile. Et puis ce petit documentaire a eu une deuxième vie, à laquelle je m'attendais pas du tout. Très vite, dès le 2e ou 3e commentaire, je crois, il y a des personnes qui se sont mises à raconter leur propre expérience de l'IVG sous la vidéo. Et ce à quoi je m'attendais pas, surtout, c'était qu'elle me raconte autant d'obstacles pour avoir accès à l'IVG aujourd'hui. On est dans une période depuis quelques années où tout le monde reparle de l'IVG. On est dans un bruit médiatique constant sur cette problématique, et j'ai l'impression que tout le monde en parle, les pour, les contre, mais qu'au milieu de tout ça, la parole qui se perd, c'est celle des personnes qui sont concernées. Donc cette vidéo-là, j'ai voulu la consacrer uniquement à la parole des personnes concernées et à ce qu'elles ont à dire sur l'accès au droit aujourd'hui. Sur ce, je me tais donc, et je les laisse parler, elles. J'ai acheté un test de grossesse qui était positif, que j'ai fait toute seule chez moi. À l'époque, j'habitais en appartement. Et donc là, ça a été horrible. J'ai vraiment paniqué. Et c'était le week-end et je voulais appeler tout de suite. Enfin, pour moi, la décision était claire. Dans mes recherches sur Internet, je suis vite tombée sur ce site Internet qui proposait une ligne verte, une ligne d'information et d'écoute. Et j'étais vraiment paniquée à ce moment-là et je ne savais pas quoi faire et du coup j'ai contacté ce service. Et en fait j'ai eu quelqu'un au téléphone qui essayait de me dissuader de mon choix et qui m'a beaucoup culpabilisée, qui m'expliquait que c'était tout à fait possible de mener ses études, de faire ses études et d'être mère en même temps, qui m'expliquait que j'aurais des traumatismes à vie si je renonçais à cette grossesse. Et en fait, c'est une discussion qui a duré assez longtemps et la personne essayait clairement de me faire renoncer à mon choix. Et moi, j'avais pas conscience en fait que j'avais quelqu'un à l'autre bout du fil qui avait des intentions, qui avait un discours complètement orienté. Et donc j'ai raccroché, j'étais encore plus en panique et complètement culpabilisée. J'ai recherché du coup sur le site Gynenco des gynécos en région parisienne ou même dans Paris pour pratiquer une IVG et qui serait pas potentiellement trop surprise au niveau de ma vie amoureuse et sexuelle. Parce que j'avais pas spécialement envie d'être jugée en plus au niveau de comment je vivais ma vie. Et je voulais pas spécialement être jugée non plus par rapport au fait que je fasse une IVG. Moi au départ, donc, j'avais essayé d'appeler l'hôpital. Moi, j'ai même été aux urgences de l'hôpital. Et puis devant l'attente, j'avais un peu laissé tomber. Du coup après, j'avais téléphoné au standard de l'hôpital en demandant ce que je pouvais faire. Et donc on m'avait dit, on m'avait pas donné grande solution. Quand on m'avait dit, je disais, est-ce que je peux aller aux urgences ? Non, on ne pouvait pas aller aux urgences. Du coup, à qui je dois m'adresser ? Adressez-vous à votre médecin. Donc ma médecin généraliste a répondu au mail que j'avais envoyé en me disant, voilà, il y a un docteur qui est sur Pertuis, il faut aller à Pertuis. Là-bas, ils ont un centre hospitalier qui pratique l'IVG, etc. Donc voilà, entre-temps, je me suis dit, Pertuis, c'est quand même donc à 50 km d'ici. Donc je me suis dit, il faut que je me renseigne un peu quand même. Je sais qu'il y avait un planning familial sur Manosque parce que je m'étais renseignée pour faire du volontariat. J'avais un numéro qui n'était plus attribué. Et après, quand je me suis renseignée donc, au niveau du centre médico-social, ça ne répondait pas. Immédiatement, dans mon cercle, j'avais éventuellement un médecin à Manosque, mais qui n'était pas disponible tout de suite. Pas d'informations au niveau de l'hôpital, pas de planning familial, pas de centre médico-social qui me répondent ou qui me donnent des informations. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec le médecin de Pertuis. Et donc voilà, du coup, j'ai été faire 50 km pour voir ce médecin. Donc j'ai essayé de reprendre contact avec mon gynécologue qui m'a proposé un rendez-vous un mercredi après-midi, alors qu'elle ne consultait jamais à ce moment-là. Et là où la situation a basculé, c'est qu'en fait, le jour où je suis venue pour cette consultation, en fait, elle ne m'a pas reçue puisqu'elle n'était pas là.
Et je n'ai absolument pas réussi à la recontacter ensuite. Plutôt que de m'indiquer éventuellement un collègue ou une entité qui aurait pu prendre le relais, elle a préféré le silence et donc m'a mise dans une situation qui était extrêmement violente pour moi. Là où les choses se sont encore plus accélérées, c'est qu'en cherchant effectivement sur Rennes à avoir un rendez-vous dans un des centres qui proposait de l'IVG, hein. Il y a des hôpitaux publics, il y a des cliniques. Sur Rennes, on est quand même pourvu. Finalement, je n'arrivais pas à obtenir de rendez-vous parce que pour beaucoup, c'était trop tard, il n'y avait pas de place. J'avais pas l'attestation qui était demandée pour le psychologue, donc c'était pas encore le moment de prendre le rendez-vous. Donc je me suis retrouvée un moment très rapidement avec le sentiment que je ne trouverais aucune entité pour pratiquer cet avortement. Heureusement, en fait, grâce à une amie qui avait très très bon rapport avec son gynécologue, qui lui pratiquait en clinique, elle a réussi à m'obtenir un rendez-vous. Et c'est comme ça que j'ai pu accéder à cette consultation. Donc ça, c'était la deuxième difficulté était levée, mais la troisième allait arriver, puisqu'en consultation, 75% de la consultation, le médecin a été extrêmement virulent contre moi. Il a axé toute sa consultation sur le fait qu'il était anormal que je sois dans cette situation, que quelqu'un qui avait déjà eu un enfant ne puisse ne pas avoir de contraception, ne puisse s'en rendre compte qu'aussi tard. Voilà, donc quelque chose de très violent et quelque chose de très culpabilisant pour moi en fait. J'ai eu droit à une bonne leçon de morale, bien dans les règles, à base de je vous signale que l'avortement n'est pas un moyen de contraception et tutti quanti. Mais moi, je prenais la pilule. J'étais sous Cerazette, précisément. Je prenais la pilule. Moi, je suis persuadée de ne pas l'avoir oublié, ma pilule. Après, j'étais très jeune, hein, donc la fertilité, voilà. Hein, c'était... Enfin, moi, surtout, je tombe enceinte vraiment très facilement. Voilà. Mais quand bien même, j'aurais pas pris la pilule, c'était pas une raison pour me balancer ça dans les dents. Je pense qu'il pensait que c'était une grossesse désirée et puis quand je lui ai dit que c'était pour avorter, il a changé de ton du tout au tout. Les gynécos chez qui t'envoient le planning familial, l'échographie que tu vas faire avec eux ne te coûte quasiment rien. Il m'a quand même annoncé, je sais plus, 60 € ou un truc comme ça. Et donc j'avais que mes petits 20 € moi parce que j'avais pas de carte vitale à l'époque en plus et je lui ai dit qu'il fallait que j'aille retirer. Sur le chemin, j'ai appelé le planning pour leur raconter un peu comment ça s'était passé et leur dire que c'était un peu bizarre, qu'ils me demandaient 60 €. Et la dame que j'ai eue au téléphone m'a dit tu n'y retournes pas, on se chargera de l'appeler pour lui dire que ça va pas du tout, qu'il n'a pas à te demander cette somme. Donc j'y suis pas retournée. Et puis 2 heures après, ce monsieur m'avait rappelé pour m'incendier, parce que j'étais pas revenue payer et il m'avait dit que ça l'étonnait pas que j'avorte ou un truc comme ça. Et tout de suite, j'ai pu voir le psy parce qu'elle était là. Donc je parle avec elle. C'était vraiment très bizarre parce que moi, je venais ignorant tout ce qui se passe, voilà. Et moi, j'ai eu plus une pression au début, dans le sens où elle s'orientait à me dire ne fais pas ça. C'est une décision très difficile pour l'IVG et tout ça. J'avais l'âge, parce que finalement, j'avais 25 ans à l'époque. Du coup, j'avais l'âge d'avoir un enfant, que si ça se passait bien avec mon partenaire, pourquoi choisir la méthode en question? Pourquoi choisir d'enlever l'enfant? Et du coup, je continue à dire, si je suis devant vous, c'est parce que je suis sûre de ma décision, je l'ai déjà prise avant de venir et tout. Donc, il n'y a plus moyen qu'on me change d'avis, c'est sûr, je suis prête à assumer quoi qu'il en soit. Il a supposé que si je voulais pas l'enfant, c'est parce que probablement c'était un accident d'un coup d'un soir ou quelque chose comme ça, puisqu'il m'a dit... oui, mais vous savez, c'est important de faire patte blanche avant d'avoir des rapports non protégés parce que là, c'est juste une grossesse, ça aurait pu être une MST. Et j'étais un peu gênée parce que mon partenaire et moi, ça fait 1 an qu'on était ensemble, on n'avait pas besoin de montrer patte blanche, on savait déjà. La personne qui s'occupait de l'échographie, tout d'un coup, subitement, elle a tourné l'écran vers moi en disant « Oh, regardez, on voit son petit cœur qui bat !» Et j'avais pas envie de voir ça. J'étais décidée à avorter, à m'en débarrasser. Et du coup, j'avais peur quelque part d'avoir un petit peu un début d'attachement si je commençais à
avoir le cœur qui bat et ce genre de choses. Et donc je suis tombée sur un monsieur charmant qui m'a, c'est sarcastique, hein, qui m'a sorti des phrases comme du genre que c'était pas très grave, que c'était pas non plus comme si je m'étais cassé une jambe, qui a tenu à me montrer le fœtus, enfin l'embryon plutôt, qui m'a fait écouter le cœur. Enfin vraiment c'était à gerber. Tout de suite après, j'ai fait l'échographie. Et c'était très torturant et ça m'a encore plus encouragée l'échographie parce que la personne qui m'a reçue, elle a été très désagréable par rapport aux autres personnes. Elle ne m'a pas expliqué les choses, en fait. Elle a dit, mettez-vous sur le lit, elle m'a fait une échographie. Moi, j'ai même posé la question, pourquoi on ne fait pas l'échographie à l'extérieur? Pourquoi vous le faites à l'intérieur? Où elle s'est introduite assez brutalement. Mais elle m'a rien du tout expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les chiffres et tout? Mais même en tant que scientifique, moi, je me suis dit, peut-être que je pourrais comprendre qu'est-ce que ça veut dire, mais non. Donc, heureusement, j'avais ma belle-mère qui est médecin. Et c'est elle, quand je lui ai montré l'échographie et tout ça, elle m'a expliqué que telle semaine et la grossesse, qu'est-ce que ça signifie, cette chiffre-là? À l'époque, il y avait encore ce délai de prescription de 1 semaine pour réfléchir. Moi, c'était hors de question parce que mon avion décollait. Donc, j'ai fait des pieds et des mains auprès des médecins, auprès des infirmières qui avaient mon dossier pour qu'ils me le fassent passer en priorité, etc. J'ai vu les médecins et finalement, j'ai fait une IVG médicamenteuse avec promesse faite aux médecins d'aller voir un médecin. Donc, je partais au Danemark, là-bas. Là où ça s'est compliqué, c'est que pour pouvoir avoir accès à l'IVG, je précise que je l'ai fait de manière médicamenteuse, mais que comme j'avais dépassé un certain stade, je ne me rappelle plus honnêtement, j'ai dû le faire à l'hôpital. Et donc pour pouvoir avoir accès à ça, il a fallu que je passe d'abord par la caisse et que je paye, et en liquide. J'insistais bien là-dessus, c'était hors de question de payer par chèque, il voulait vraiment du liquide, pour que, je cite, quand je prenne bien la mesure de ce que ça coûtait. Le service ouvrait à 8h, il fermait à 13h. Donc pendant ce temps-là, il fallait... si on expulsait, c'était tant mieux, et si on n'expulsait pas, c'était tant pis. Donc moi, j'ai pas expulsé. Donc il a fallu qu'après, je rentre chez mon copain Dardar, et il habitait à Porte Dauphine. Donc, c'était vraiment, je me revois vraiment, ça poussait dans mon ventre. Tout le trajet, j'avais vraiment l'impression que j'allais paf, avoir l'embryon là, qui allait se promener par terre. C'était vraiment ma crainte. J'ai juste eu le temps de monter les escaliers 4 à 4, de mettre sur les toilettes et paf, c'est sorti. J'ai pris le médicament et assez rapidement, j'ai eu les premières contractions et c'était extrêmement douloureux. Mais vraiment, c'était très très rapproché, comme des règles, mais en beaucoup beaucoup plus intense. Même pas le temps ni l'envie de pleurer parce que focalisé sur mon corps qui est en douleur et très très rapidement je prends donc des antalgiques que j'avais déjà pris aussi avant en préventif. Mais du coup, il m'avait donné aussi quelque chose de plus fort si jamais ça suffisait pas, donc de la codéine. J'ai pris le premier médicament et donc je devais prendre le deuxième le lendemain. Et alors le truc, c'est que moi j'ai eu extrêmement mal. Enfin, j'ai eu des contractions, quoi. J'avais l'impression vraiment d'être un animal qui comprenait pas ce qui lui arrivait, quoi. Je me tordais de douleur. C'était la première fois de ma vie que je vomissais de douleur. J'ai pris la première prise, donc le vendredi à 8h. Moi, je devais travailler à 10h30. J'ai rapidement eu les contractions. Et du coup, j'ai pas pu aller au travail. Au départ, j'avais appelé en disant je viendrai à l'après-midi, parce que je m'étais dit peut-être ça va se calmer. Et puis en fait, c'était pas possible, quoi. J'avais trop mal. Je me suis dit ça va être simple, je vais appeler le gynéco et je vais lui dire ça me fait trop mal. Et je m'attendais à ce qu'il me propose de lui-même un arrêt de travail. C'était pas forcément pour réclamer des sous ou quoi que ce soit à qui que ce soit, mais c'était pour justifier auprès de mon employeur, je viens pas travailler et j'ai une bonne raison. Donc voilà, souvent c'est ce qui fait épreuve auprès de l'employeur. Et du coup, en fait, lui, il voulait pas, alors qu'il est donc à
3 km de moi, il ne voulait pas me le transmettre donc par mail, juste une copie, et qu'ensuite j'aille plus tard chercher le reste. Là, j'avais besoin, dans un délai de temps, de pouvoir montrer à mon employeur une preuve et ensuite d'aller chercher l'original plus tard, quand j'étais en congé par exemple. Et donc mes congés c'était lundi, mardi, et non, c'était pas possible, quoi. Donc du coup, c'est mon copain qui a dû prendre sa voiture et aller récupérer l'arrêt de travail le lendemain matin. Et j'ai bien senti quand j'ai eu le docteur au téléphone et que donc il m'a dit ah, pour un jour, hein, bah oui, enfin dans l'idéal j'aurais aimé 2, mais bon voilà quoi, j'ai senti que déjà 1 c'était beaucoup et que je devais pas trop insister, quoi. Sachant que le lendemain je devais prendre l'autre prise et je me suis dit mais si à l'autre prise ça me déclenche pareil, ça va juste être pas possible, quoi. Donc en plus, le lendemain, je travaillais à partir de 8h, donc je me suis dit, je vais décaler la prise, l'après-midi, je ne travaillais pas. Et donc voilà, et j'ai bien fait, vu que j'ai passé toute l'après-midi au lit. Moi, ça s'est déclenché la nuit, le vendredi, la nuit du vendredi. Mon interruption de grossesse, ça a commencé à ce moment-là, quoi. J'ai eu des fièvres, j'ai fait des cauchemars et je ne comprenais pas, au fait. Et du coup, moi, j'étais là. Alors que tu n'avais pas j'ai pas encore pris le deuxième médicament de contraction. Moi, ça, c'est déjà arrivé. Le lendemain, à 9h du matin, j'ai pu avoir planning familial. Et là, je dis, j'ai pas encore pris mon Cytotec. C'était un Cytotec, mon médicament de contraction. J'ai pas encore pris le Cytotec et je commence à avoir des saignements. Est-ce que c'est normal? Du coup, elle dit, si ça a commencé, donc vous pouvez la manger maintenant plutôt que d'habitude. Donc moi, j'ai pris mon médicament en avance. Je l'ai pris à 9h. Sachant que tu as mal, tu as vraiment, mais personne ne te dit... on te dit, c'est en fonction des personnes, soit tu as mal, soit tu n'as pas mal. Moi, dans mon cas, j'avais mal, je ne comprenais pas. Et j'aurais aimé qu'on me dise que ça fait très très mal, que c'est aussi torturant que ça. Avoir toute la journée des sangs qui coulent, que tu ne contrôles pas, et que tu as mal, tu as des choses qui te mordent dans le ventre comme ça. Une fois à la clinique, ce sont que des femmes qui se sont occupées de moi. Et je trouve qu'elles ont été toutes très aimables, très patientes, très douces. On m'a fait une piqûre au niveau du col de l'utérus pour faire une anesthésie locale. Et on m'a mis le gaz que j'ai respiré tout du long, qui m'a effectivement beaucoup déboussolée. Hein. C'était pas très agréable pour moi. C'est le genre cette sensation de ne pas savoir où je suis, de perdre les repères. Et en même temps d'être là parce que... Malheureusement, ce gaz, il n'empêche pas de ressentir la douleur qu'on peut avoir. J'ai beaucoup apprécié la douceur de la gynéco elle a eu un petit geste quand l'IVG s'est terminé. Elle m'a un peu caressé la cuisse à l'intérieur comme si elle voulait essayer de me rassurer, de me dire voilà, c'est fini, il n'y a plus rien. Et j'ai trouvé ça doux comme geste. Et, c'est vrai que ça m'avait un peu émue et maintenant encore un peu. Comme je continuais à avoir énormément de saignements, le médecin m'a proposé d'aller voir un spécialiste à l'hôpital au Danemark. Donc c'était à peu près 15 jours après mon arrivée. Et là, on m'a dit que tous les tissus n'étaient pas évacués et qu'il fallait me faire opérer. Donc, entre guillemets, deuxième IVG pour cette même grossesse. Là, vraiment, les médecins ont été incroyables. On m'a attribué une infirmière qui avait fait ses études en France. Elle a vraiment passé du temps avec moi pour me rassurer, m'expliquer absolument tout ce qui allait m'arriver. Et du coup, j'ai eu vraiment toute la pression qui est redescendue en me disant bon c'est pas si grave, il peut rien m'arriver de terrible, j'ai mon infirmière Charlotte avec moi. Il fallait que je fasse une écho de contrôle, c'était une semaine, ou un peu plus d'une semaine peut-être après l'IVG, histoire de voir que tout était sorti. Donc je suis tombée sur un type, très charmant aussi, hein, qui m'a... C'était par voie endovaginale pour vérifier et qui m'a fait mal. J'ai dit qu'il me faisait mal et qui m'a dit allez, ça va passer. Donc là, les intentions, c'est quoi à ton avis? Faire mal et punir. Et il m'a fait mal. Il m'a vraiment fait mal. Et il m'a humiliée. Encore une fois. Et en plus, tout ça, non, ça n'allait pas, puisque tout n'était pas expulsé. Donc c'était vraiment... j'avais encore pas vu le bout. Et donc, on passe au deuxième volet, au deuxième épisode. Ouais,
Même pas 6 mois après. Enfin, à peu de choses près, je m'aperçois que je suis de nouveau enceinte. Donc je suis retournée au planning. La queue entre les jambes, enfin, j'étais vraiment... Je me sentais merdeuse, c'est vraiment le mot, quoi. J'ai expliqué le truc avec une toute petite voix et je dis c'est la deuxième fois que je viens. Et la fille m'a dit non mais enfin, ok quoi, il n'y a pas de... N'aie pas honte, ne te justifie pas, n'explique pas, tu vois, enfin que tu puisses rentrer dans un truc pour parler dans un espace pour parler d'un truc aussi lourd, sans te sentir jugée, en te sentant au contraire accompagnée, mais pas... À aucun moment on m'a dit c'est pas grave, mais on m'a dit c'est ta décision, nous on respecte. Moi après je me suis tapé une grosse dépression et avec le recul, je pensais que c'était l'acte qui m'avait déprimée, mais en fait non. Avec les années, bon, j'ai 29 ans maintenant, ce qui m'a causé cette dépression, c'est que c'est tout ce qui allait autour. Et c'est justement là, quand j'ai commencé à aller mieux, que je suis retombée enceinte. Et j'ai pas avorté. C'est sûr que la maltraitance des soignants à mon égard a fait que j'ai pas été capable d'avorter une deuxième fois. Je suis une personne qui culpabilise déjà beaucoup, d'autant plus que voilà, que ça m'est arrivé alors que j'ai été éduquée dans une famille où on nous parlait de préservatifs, on nous parlait de contraception, et que voilà, normalement c'est pas censé arriver, c'est pas censé arriver, Et donc voilà, en fait, j'avais cette culpabilité de zut, j'ai eu accès à cette contraception et voilà, et j'ai foiré, quoi. En fait, ça me rongeait pendant 1 an, ou peut-être même plus, j'y ai pensé tous les jours. À aucun moment, par contre, ce qui m'a manqué, j'ai pu discuter de ma culpabilité, de mon mal-être, ça par contre, j'ai pas eu. J'aurais aimé pouvoir garder un enfant, hein. C'est pas... Je sais que je veux un enfant plus tard. C'était juste pas le bon moment, donc c'est vrai que j'ai été un peu triste de me sentir un petit peu piégée au moment où j'ai su que j'étais enceinte. J'aurais bien aimé aussi que ce soit proposé, qu'il soit proposé aux femmes qui pratiquent une IVG, qu'il y ait un suivi un petit peu psychologique ou qu'en tout cas ce soit proposé aux personnes qui le font, parce que ça n'a pas été facile non plus de ce côté-là. J'accuse énormément le manque de communication qui s'est passé parce que j'en ai pris cher. Je pense que si jamais j'ai été informée j'étais beaucoup plus informée que le peu de choses qu'on m'a dit de faire, ça aurait mieux passé. Quand j'ai posé un stérilet, personne m'a dit « il y a quand même un risque de tomber enceinte ». On m'a dit « ça peut arriver », mais on m'a pas vraiment dit ce qui pouvait se passer si jamais c'était le cas. Et en fait, c'est là que pour moi ça a été le plus dur, c'était de me dire « ah ouais, en fait, ça peut arriver ». On impose la contraception aux femmes, quand elles tombent enceintes, on leur dit qu'elles sont irresponsables. Là, je te parlais tout de suite de la pilule que je dois prendre. Le médecin que j'ai vu m'a donné une pilule pour 3 mois. Il m'a demandé de revenir pour faire un renouvellement. Donc je suis retournée. J'ai vu un autre médecin parce que c'est dans un centre médical. Et ce deuxième médecin m'a dit je vous la prescris, mais que pour 6 mois. Il faudra revenir dans 6 mois pour avoir la suite. Et je trouve ça un peu aberrant. Ça veut dire que je me sens infantilisée, comme si j'étais pas capable de me rendre compte si la pilule me convenait ou pas. Et puis ça veut un peu dire qu'on me surveille, quoi, pour vérifier que je la prends bien, que je suis capable de la prendre. Ce serait bien que les gens, que les personnels soient formés à poser les bonnes questions et à pas poser les questions qui servent à rien. De savoir, de dire oui, mais est-ce que le partenaire c'était juste une fois ou des choses comme ça, on s'en fiche. Si la personne ne veut pas l'enfant, elle veut pas l'enfant, on s'en fiche de savoir pourquoi. On n'a pas besoin qu'un médecin soit là pour nous rajouter une couche de culpabilité à une situation qui est déjà très stressante. Moi, j'attends d'avoir du soutien. Et un soutien qui soit d'abord bienveillant. Je pense que quand il y a des abus, c'est facile à dire, hein, ils devraient être signalés. La personne devrait être sanctionnée. À un moment donné, un mec qui sort 10 fois, 100 fois ce genre de conneries, je vois pas pourquoi on l'autorise encore à s'occuper d'une patientèle comme ça. Il y a un vrai travail de prévention et d'information à faire à l'école parce que les parents le font pas toujours pour plein de raisons, par pudeur, par tu vois, peur d'être trop intrusif,
par négligence, par manque de temps, par manque de mots, pour des raisons religieuses aussi, enfin, tu vois, et je pense que c'est à l'école de prendre le relais, tu vois. Tous les médecins devraient être préparés et pas juste certains médecins qu'on a sélectionnés qui font partie d'un réseau, etc. Et qui devraient pouvoir orienter, ne serait-ce qu'orienter dans un premier temps. Et ensuite, voilà, moi j'entends de plus en plus de centres de planning familiaux qui ferment. Et je me dis, voilà, c'est déjà compliqué là avec le peu qu'on a et comment ça va se passer, quoi. Cette question-là est d'autant plus sensible pour moi que je suis là parce que ma mère n'a pas pu avorter. Donc il me semblait important de mettre aussi en perspective, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui des conséquences que peuvent avoir un avortement sur une femme ou sur l'enfant qui ne naît pas. On balaye un peu du revers de la main en disant il suffit de beaucoup d'amour et de patience pour pouvoir accueillir un enfant qui n'a pas été désiré. La réalité est beaucoup plus difficile, beaucoup plus dure. Elle l'est pour cet enfant, elle l'est pour cette mère. Hein. 45 ans après, ma mère ne m'en parle toujours pas. Donc je vous laisse imaginer comment ça peut biaiser toutes nos relations. Si j'ai répondu à ton appel à témoignage, ouais, c'est parce que Enfin, qu'est-ce que j'aurais fait si jamais j'avais dû être maman et qu'est-ce que... Enfin, c'est déjà difficile d'avorter et dans quel état psychologique je serais aujourd'hui si j'avais dû aller jusqu'au bout de mes 2 grossesses et me séparer de... Tu vois, enfin, c'est... Et donc, ouais, enfin, il va falloir que... Enfin, je l'ai fait parce que je me dis, il faut qu'on arrête de discuter et de pinailler sur le droit à l'avortement, quoi. Il faut, comme dit Monsieur Mélenchon, il faut l'inscrire à la Constitution et puis on n'en parle plus. Je voudrais dire à d'autres femmes que si ça leur arrive, c'est que ça arrive à d'autres personnes et qu'elles ne sont pas d'horribles personnes, loin de là. Et que j'aimerais bien enfin même moi-même, et j'aimerais bien que les autres personnes à qui ça arrive, qu'on le vive, que ça se passe mieux. Et moi, je veux bien témoigner parce que je voudrais que ça change. Je voudrais que ça s'améliore de ce côté-là parce que c'est quelque chose qui nous touche tous, nous les femmes. Et si aujourd'hui, on peut changer les choses, je pense qu'il faut avancer, il ne faut pas reculer. C'est qu'une toute petite partie des 9 témoignages que j'ai recueillis ces derniers mois parce qu'évidemment, il a fallu faire beaucoup de sélections pour que cette vidéo reste d'une longueur décente. Mais comme ces entretiens, je les trouvais très précieux, j'ai voulu les rendre disponibles individuellement et en entier. J'ai donc fait 9 vidéos pour les 9 femmes qui ont participé à ce projet. Alors bien sûr, elles vont être disponibles sur YouTube, en non référencées dans une playlist que je vous mettrai à la fin, mais surtout, elles vont être disponibles sur un webdoc. Et honnêtement, je pense que c'est mieux d'aller les regarder là-bas. Sur ce webdoc, vous allez retrouver un petit préambule où je raconte un petit peu la jeunesse de ce projet. Vous allez aussi retrouver cette vidéo que vous êtes en train de regarder. D'ailleurs, vous la regardez déjà peut-être sur le site, et auquel cas c'est une mise en abîme. Mais surtout, vous allez retrouver les 9 vidéos des 9 femmes qui ont témoigné. Et puis parce que je voulais que ce webdoc continue d'évoluer et qu'il continue de porter la parole des personnes concernées, j'ai créé un espace où vous pouvez vous aussi aller raconter votre expérience de l'IVG. C'est modeste, mais ça marche. Je modérerai un petit peu évidemment, mais en tout cas, il y a un espace qui est dédié à ça. Voilà, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En ce qui me concerne, comme souvent, la réalisation de ce projet aura été très enrichissante, très forte. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'espère maintenant que ce projet va continuer de s'enrichir avec vous et je vous dis à bientôt.